Contexte, quelles sont les conditions de la réussite pour la France et pour les entreprises de notre pays dans la troisième révolution industrielle? Au niveau microéconomique des entreprises, comme toujours, il faut un projet entrepreneurial clair et clairement conçu et mis en œuvre. La période dans laquelle nous sommes ne tolère pas la médiocrité, donc toutes les zones économiques et toutes les entreprises qui privilégient la qualité du produit et du service associé réussissent, et ceux qui sont dans le bas de gamme à gros volume ont de grosses difficultés. Donc je ne regarde personne dans les yeux, mais il se trouve qu'ici on a plutôt la chance d'être dans une micro-région où on a favorisé la qualité, et que dans une région proche, on a plutôt favorisé les gros volumes à faible valeur ajoutée, ce qui est un des éléments de la crise de la Bretagne, par exemple. Donc, il est clair que dans les années qui viennent, il va falloir continuer d'investir et de monter en gamme et d'améliorer les produits et les services qui vont avec. Les gens, aujourd'hui, achètent des images, achètent des services, achètent une qualité. Et ce qui est paradoxal, a priori, vous avez tous vu qu'on est apparu en Allemagne il y a 40 ans et en France il y a 20 ans, les magasins comme Leader Price à bas prix et gros volume. Eh bien, vous avez observé, il y a des statistiques qui viennent de sortir, la part de marché de ces réseaux de distribution a chuté. Alors que normalement, dans une crise, on aurait dû s'attendre à ce qu'ils prennent la part de marché des autres distributeurs. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que les distributeurs qui apportent de la qualité et du service, au contraire, ont plus que résisté et même pu prendre des parts de marché. Mais il faut aussi, pour être en phase avec cette troisième révolution industrielle et avoir les capacités à innover, il faut des capacités financières. Alors qu'est-ce que fait la France? Nous avions déjà le taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé de l'Union européenne depuis 2008, à 33%, mais ce n'était pas assez. Donc on le passe à 38%, pour être certain que les entreprises françaises qui vont résister à ce régime sont vraiment les meilleures du monde. Donc l'exercice est passionnant sur le plan intellectuel. D'ailleurs, de façon extraordinaire, il y a des entreprises françaises qui résistent, ce qui est fabuleux, ce qui montre l'inventivité et la capacité de réaction des chefs d'entreprise, sauf qu'il y a plein d'entreprises françaises qui ne réussissent pas, et du coup, il y a des plans sociaux qui se multiplient. Nous avons le niveau des charges les plus élevés de l'Europe de l'Ouest. Alors, il ne faut pas abuser des comparaisons avec l'Allemagne, mais néanmoins, il y a quand même quelques chiffres dans la comparaison avec l'Allemagne qui sont intéressants. Quand on prend le taux de marge de ce qu'on pourrait appeler l'entreprise France, il y a 3 millions d'entreprises en France. En réalité, sur les 3 millions, il y a 1 800 000 unipersonnels. Et de fait, en dehors du CAC 40, en France, il y a 200 000 entreprises qui font l'essentiel de la production marchande sur notre territoire. Quand on prend le taux de marge de ces 200 000 entreprises, qui sont l'entreprise France, qui assure 80% du PIB français, la totalité du PIB marchand, mais dans les pays développés, le PIB marchand fabriqué par les entreprises, c'est les 4/5 du PIB, et 1/5 du PIB, c'est l'évaluation qui est faite dans la comptabilité nationale du système des Nations Unies qui s'applique à tous les pays aujourd'hui. C'est une évaluation des services rendus par la sphère publique, mais donc ce qu'on appelle la production non marchande. Donc quand on dit que le PIB français est à 2000 milliards d'euros, il y a 1600 milliards qui est produit par les entreprises et 400 milliards qui est une évaluation des services rendus par les gens qui travaillent dans le système éducatif, dans le système hospitalier, la police, les services de sécurité, ainsi de suite. Donc on regarde ce PIB de 1600 milliards, le PIB marchand, et qu'on regarde le taux de marge des entreprises françaises qui assurent ce PIB marchand, il est aujourd'hui la moitié de celui qu'on observe en Allemagne, comme je le disais, ou en Italie du Nord. Mais quand on compare à l'Allemagne, cet écart donc, de moitié représente 120 milliards d'euros. C'est-à-dire que par rapport à une valeur ajoutée de 1600 milliards d'euros, l'entreprise France a une rentabilité inférieure de 120 milliards à l'entreprise Allemagne. Ça fait 6 points de PIB.
Or, il se trouve que ces 6 points de PIB, ces 120 milliards d'euros, c'est exactement l'écart de différence de cotisation sociale payée par les entreprises allemandes par rapport aux entreprises françaises. Donc, l'écart de rentabilité entre les entreprises françaises et allemandes n'est pas dû au fait que les entrepreneurs français seraient moins bons que les Allemands, c'est simplement qu'ils payent 120 milliards de charges sociales de plus que les Allemands. Or, quand vous avez 120 milliards de bénéfices en moins à réinvestir que vos compétiteurs, eh bien, vous investissez moins, vous développez moins de nouveaux produits et services, et donc vous n'arrivez pas à régénérer suffisamment rapidement le tissu économique et social pour faire face aux entreprises qui chutent. Une économie marchande, son fonctionnement normal, si vous voulez, à la base de toutes les incompréhensions du système politique en France par rapport au fonctionnement de l'économie, les gens qui dirigent, les politiques français par rapport, j'ai vécu beaucoup dans le monde anglo-saxon, la grande différence de vision du monde politique et d'ailleurs médiatique par rapport au phénomène économique en France, quand on compare aux autres pays, c'est qu'en France, on pense que tout ce qui relève de l'économie relève de la mécanique. Dans les autres pays, on comprend que ça relève de la biologie. L'économie, c'est de la biologie, c'est un système vivant. Et dans un système vivant, il y a des cellules qui meurent continuellement et des cellules qui renaissent. Et qui font qu'à priori, d'un jour à l'autre, vous apparaissez toujours à peu près les mêmes. Mais en réalité, je crois que c'est en 5 ou 6 ans, la totalité de vos cellules ont été régénérées. Vous savez d'ailleurs que le sang humain est lui-même régénéré en 3 semaines. Ce qui vous explique d'ailleurs que pendant longtemps, quand on envoyait les gens en cure, il restait 3 semaines. C'est le temps de régénération complet du sang dans le corps humain. Le corps humain est en régénération permanente. Le corps économique aussi. C'est une régénération permanente. Mais si, par excès d'impôts et de charges sociales, les cellules naissantes naissent moins vite et se développent moins vite que les cellules qui meurent, le chômage augmente. Donc le jour où on comprendra que nous sommes dans une 3e révolution industrielle qui va changer la hiérarchie des nations, si la France loupe la 3e révolution industrielle, elle ne se fera pas dans les 5 premières puissances du monde pendant longtemps. Déjà, on est en train de basculer à la 6e place, mais il faut bien voir qu'on peut passer de la 6e à la 15e place facilement si on loupe la 3e révolution. Ce n'est pas un enjeu technique ce soir, parce que peut-être que dans ma présentation, il y a eu beaucoup de termes qui, si je faisais la même présentation, un TF1 à 20h, ferait que les gens passeraient sur la chaîne d'à côté. J'ai parlé de valeur ajoutée, de production, de marge, d'entreprise, de révolution technologique. Bon, ça fait peut-être peur. À mon avis, peut-être naïf, mais je pense quand même qu'il y a un tiers de la population qui peut et comprendre et s'intéresser à ces sujets. Mais c'est d'ailleurs le tiers de la population qui fait les majorités électorales dans l'évolution politique. Mais donc, si on comprenait un peu mieux qu'on a besoin de capacités financières, on ne va pas pouvoir se relever, puisqu'on est tombé au fond du trou. Violente désindustrialisation, déficit extérieur qu'on n'arrive pas à réduire. C'est quand même spectaculaire, que vous soyez de gauche ou de droite. Depuis 3 ans, donc ça a commencé sous Fillon en 2011, bon, sur les 3 années 2011, 2012, 2013, ce que je vais vous dire, c'est des chiffres officiels. On a augmenté les impôts de 70 milliards d'euros pour réduire le déficit public de 10 milliards. Alors on aurait augmenté les impôts de 70 milliards, et le déficit public aurait été réduit de 70 milliards. Bon, c'est désagréable, 70 milliards d'impôts, mais on voit le résultat. Mais augmenter les impôts de 70 milliards pour réduire le déficit de 10 milliards, on ne peut pas dire que ce soit très efficace comme fonctionnement. Et néanmoins, on a rajouté 70 milliards d'impôts sur une machine qui était déjà surimposée. Et après, on s'étonne que les entreprises, tous les jours, il ne faut même plus écouter la radio et la télé, ou alors il faut prendre les informations à la moitié, parce que la première moitié, c'est que les mauvaises nouvelles, et parfois, il y en a des moins mauvaises à partir de la moitié. Mais sinon, c'est insupportable d'écouter les news en France. C'est toujours une entreprise qui ferme, une catastrophe quelque part. Donc, si on veut... Tant que les Français n'en ont pas marre, suffisamment, au-delà des énervements politiques qui peuvent les conduire à voter à des extrêmes, mais suffisamment marre pour se dire, est-ce qu'il y a un lien, peut-être,
entre l'excès de dépenses publiques et les gaspillages qui continuent d'y avoir dans l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales? Est-ce qu'il y a un lien entre ça et les 70 milliards d'impôts qu'on nous a imposés pour seulement réduire le déficit? Tant qu'on ne se pose pas ces questions et tant qu'on ne se demande pas, et ces impôts excessifs qui ont amené les prélèvements obligatoires à un niveau historique, puisqu'on va quand même payer en 2013 à peu près 950 milliards d'impôts et de charges sociales en France, sur le PIB de 2000 milliards, ce qui ne finance pas d'ailleurs la dépense publique, puisqu'il y a un gros déficit. Tant qu'on ne se dira pas que c'est en permettant aux entreprises de s'emparer de la troisième révolution industrielle pour développer les assemblages de produits et services qui nous permettront de nous imposer en tant que pays dans cette restructuration de la valeur ajoutée mondiale. C'est des gros mots, hein, tout ça. C'est sûr que c'est moins sexy que réduction du temps de travail, augmentation des allocations sociales, c'est sûr, hein, c'est moins sexy. Mais tant que les gens n'auront pas compris que c'est comme ça qu'on va sauver le pays, que c'est en s'appuyant sur les 200 ou 300 000 chefs d'entreprise qui portent le système d'innovation et de transformation du pays, tant qu'on ne comprendra pas que c'est en favorisant les liens entre chercheurs, entrepreneurs et capitaux risqueurs, tant qu'on ne comprendra pas que c'est en expliquant à la population la transformation du monde qui est en cours et la nécessité pour la France de s'y adapter de façon intelligente, il n'y aura pas de progrès. Maintenant, en conclusion, si on faisait ça, quels sont les éléments d'espoir? Est-ce qu'on peut avoir une croissance intelligente et rapide à nouveau en France? Si vous interrogez les Français aujourd'hui, après 6 ans de crise, les niveaux de pessimisme sont historiques. 80% des Français sont convaincus que les générations suivantes vivront moins bien que les précédentes, ce qui est la première fois depuis 2 siècles. Est-ce que vraiment on est foutu? Bien, ce que je voulais vous dire, c'est que si on comprend la nature des transformations de l'environnement, si on accepte que ce n'est pas par la dépense publique qu'on crée des richesses, mais c'est par l'innovation entrepreneuriale, dans le cadre de cette enveloppe particulière qui s'appelle entreprise, qui a été à l'origine de la multiplication par 20 du niveau de vie et de triplement de l'espérance de vie, quand c'est en misant sur l'entreprise et les entrepreneurs qu'on pourra réinitialiser le système français et le faire à nouveau croître, il n'y aura pas de transformation. Mais si on le comprend, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites qu'on pourrait mettre en œuvre? Par exemple, oui, il y a une chose qu'on peut faire. Les Allemands, en 2007, ont utilisé un concept qui a été inventé en France il y a 15 ans, qui s'appelle la TVA sociale. Ils ont fait 3 points de TVA sociale. Ils ont utilisé les 3 points de TVA sociale pour baisser les charges sociales et pour baisser l'impôt sur les sociétés. Ça a permis à l'Allemagne d'aborder la crise de 2008-2009 dans la meilleure position de tous les pays de la zone euro, avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui l'Allemagne se fait taper sur les doigts. Pourquoi? Parce qu'elle a un déficit extérieur? Non, c'est parce que son déficit extérieur est trop grand. Son excédent extérieur est trop grand. Ils ont un excédent extérieur de 7 points de PIB, alors que nous, c'est un déficit de 2 points. Donc ils se font taper sur les doigts parce qu'ils réussissent trop bien. De fait, ils pourraient relancer un peu plus l'économie allemande, mais la France ne s'en sortira pas si elle ne comprend pas que dans cette troisième révolution industrielle, plus que jamais, il faut donner les moyens aux entrepreneurs de se développer. Mais est-ce que, en dehors des entrepreneurs, est-ce que nous avons les capacités techniques et scientifiques? Ben là, c'est qu'à partir du moment où la France se mettra dans la bonne disposition d'esprit pour faire face à la troisième révolution industrielle, ce n'est que des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui est au cœur de cette troisième révolution industrielle et de ces assemblages de produits et services dont je parlais tout à l'heure? Notamment ce qu'on appelle le big data. Vous savez, c'est la capacité à partir d'une accumulation de données statistiques sur les consommateurs, par exemple, de déterminer ce qu'ils souhaitent acheter pour demain. Bon, ben, le big data, comme la troisième révolution industrielle de l'informatique, à base d'informatique, Internet et toutes ces technologies, elle utilise beaucoup les mathématiques. Au cœur de toutes ces transformations, les mathématiques jouent un rôle décisif. Or, la France, petit pays en crise grave depuis 6 ans, est une des 3 grandes puissances mathématiques de la planète, comme vous le savez peut-être. Tout petit que nous sommes,
Nous sommes une des 3 grandes puissances mathématiques de la planète avec la Chine et les États-Unis. Nous sommes une très grande puissance scientifique. Nous avons des ingénieurs de très haut niveau qui sont d'ailleurs très appréciés en Allemagne. Nous avons des chercheurs en biotechnologie très appréciés en Angleterre et aux États-Unis. D'ailleurs, on peut dire que d'une certaine façon, la crise française n'est pas une crise, ce qui pourrait être une explication due à la France pourrait être en crise parce que, si vous me permettez ce mot un peu direct, parce que nous serions éventuellement tous cons. Ça pourrait être une explication. On pourrait être stupide, et individuellement et collectivement. Peut-être pas ici, mais peut-être dans le reste de la France. Bien. Ce qui est étonnant, si c'était vrai, ça serait d'expliquer pourquoi nous sommes une des 3 grandes nations mathématiques du monde, pourquoi nos ingénieurs on en forme 60 000 par an, qui sont très appréciés en France et à l'étranger, pourquoi nous avons des biologistes, nous avons des scientifiques dans de nombreux domaines qui sont de très haut niveau. Donc, et quand, au fond, on prend 3 personnes formées dans le système français, qui a certainement des déficiences, mais qui a aussi des points forts, vous prenez un ingénieur, un spécialiste des biotechnologies et un spécialiste des techniques informatiques, vous prenez 3 personnes formées en France, et vous les mettez hors de France. Ils produisent 4, vous les mettez en France, ils produisent 2. Ce n'est pas la mauvaise qualité des gens qui pose problème, c'est le système. Nous avons construit un système qui détruit la création de richesse au lieu de la faciliter. Et donc, tant que nous ne serons pas collectivement prêts à modifier le financement de la protection sociale, tant que nous penserons que nous sommes le seul pays au monde qui peut se permettre d'avoir la retraite à 60 ans quand tous les autres la mettent à 67, alors je ne dis pas qu'il faut mettre la retraite à 67, puisqu'en France, on agit sur 2 instruments, la durée de cotisation et l'âge de départ. Et quand vous interrogez les spécialistes du Conseil d'orientation des retraites qui rendent des avis publics sur cette question, on vous dit qu'on pourrait en France régler définitivement le problème des retraites avec un âge de départ de 64 ans et une durée de cotisation de 44 ans. Les socialistes viennent de faire voter 43 ans de cotisation, mais en même temps, ils ont ramené l'âge de départ à 60 ans pour la moitié des personnes partant à la retraite. Il faut savoir que, qu'on le veuille ou non, que l'âne veuille boire ou pas, de toute façon, je vous garantis qu'avant 10 ans, on aura un âge de départ à 64 ans et une durée de cotisation à 44 ans. La question, c'est est-ce qu'on y va intelligemment tôt, ou est-ce qu'on y va est-ce qu'on mettra en œuvre ces réformes, parce que c'est le FMI ou la Commission européenne qui l'exigeront dans le cadre des traités européens. Est-ce qu'on sera assez intelligent collectivement pour le mettre en œuvre par une négociation intelligente collective, parce que d'ailleurs, juste sur ce point et très rapidement, la retraite à 64 ans avec une cotisation à 44 ans, si ce sont les paramètres qui équilibrent les systèmes, ça ne veut pas dire que ça doit s'appliquer à tout le monde. On pourrait bien sûr continuer de partir éventuellement à 60 ans au lieu de 64 ans, mais avec une retraite correspondante. Là, en France, on veut pouvoir partir à 60 ans avec la même retraite que si on avait travaillé jusqu'à 64, c'est ça le problème. Mais si on, comme le disent les assureurs, on offre aux Français la possibilité de partir à l'âge qu'ils veulent à partir de 60 ans, mais avec ce que les assureurs appellent une retraite actuariellement neutre par rapport au système d'équilibre, ben vous partez à l'âge que vous voulez. Il y en a qui veulent partir à 60, ils partent à 60. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent travailler jusqu'à 68, il faut les laisser travailler jusqu'à 68. Il faut réintroduire des systèmes de liberté. Mais simplement, ça doit être actuariellement neutre. Celui qui reste qu'à 66, il ne doit pas avoir la même retraite que celui qui part jusqu'à 60. C'est-à-dire que la notion d'égalité que les Français véhiculent aujourd'hui, elle ne tient pas compte des efforts individuels. Et donc, l'égalité doit être mesurée à l'aune des efforts. Celui qui part à 60, s'il a une retraite inférieure, mais que l'écart corresponde exactement à la différence du nombre d'années travaillées par celui qui part plus tard, le système est égal. Mais on ne peut pas exiger, on peut exiger un système égal sur le plan des lois actuarielles, mais on ne peut pas exiger un système égal en termes de pouvoir d'achat entre ceux qui ne travaillent pas et ceux qui travaillent. Voilà. Alors ces mutations, elles doivent s'opérer d'une certaine façon. Que penser de la situation actuelle?
cette crise morale et politique que j'invoquais en introduction. Est-ce qu'elle annonce le début d'une débandade qui emmènerait le pays à une explosion terrible qui nous ferait revenir au Moyen-Âge, ou est-ce que, d'une certaine façon, ce n'est pas, c'est mon intuition, parce que là, on quitte le domaine de l'analyse pour passer à la conjecture, mais ce que l'on peut imaginer, c'est que le moment que nous vivons actuellement, c'est peut-être un moment cathartique, où en France, on a toujours cru qu'on pouvait résoudre tous les problèmes avec plus de dépenses publiques et plus d'impôts. Alors on aurait pu penser que les gens seraient assez intelligents pour éviter de devoir passer par une période où on monte la dépense publique et les impôts jusqu'au point où le système se retrouve en débandade comme il l'est. Mais puisqu'apparemment c'était la seule façon pédagogique pour que les gens comprennent, au moins on vit cette période. Donc à partir de là, soit les Français comprennent, on parle de ras-le-bol fiscal, ils peuvent l'exprimer bien sûr politiquement aux extrêmes, mais ils peuvent aussi l'exprimer de façon plus intelligente, à condition d'ailleurs que la classe politique ait une offre politique correspondant à ce qui est demandé par les Français. Ce qui évite qu'ils aillent aux extrêmes parce qu'on leur proposerait des réformes suffisamment courageuses pour leur redonner le moral. C'est sûr que si les réformes s'est uniquement passé alors on est revenu à 60 et d'un seul coup passé à 64 ans, c'est pas très encourageant pour la moyenne des électeurs. Mais si on dit, oui, il faut passer à 64 ans, mais dans le même temps, on met en place ce qu'on appelle le système de retraite à la carte, basé sur les lois actuarielles que j'évoquais, à ce moment-là, peut-être qu'on peut convaincre les Français qu'il y a une sortie intelligente du nœud de contradiction dans lequel nous sommes. Parce que je ne peux pas, ce soir, minimiser le nœud de contradiction dans lequel nous sommes. Ce qui peut conduire, d'ailleurs, dans les 18 mois, 2 ans qui viennent, à des moments qui vont tonguer. Et donc, ce que je veux dire à ce moment-là, et c'est vraiment le mot de conclusion, si je suis chef d'entreprise dans un contexte où ça peut tonguer encore plus qu'aujourd'hui, comment m'en sortir? La première règle, c'est de garder les capacités financières. Plus que jamais, c'est sur la capacité, sur le niveau des fonds propres que les gens vont survivre ou chuter. Et de ce point de vue, il y a une règle clé, c'est d'avoir une trésorerie positive. Si vous interrogez comme ça a été fait, il y a des études statistiques, mais si vous interrogez les juges dans les tribunaux de commerce, vous noterez que ce sont les statistiques sur les 30 dernières années en France et dans tous les autres pays développés, les faillites viennent à plus de 80% directement d'une crise de trésorerie. Et de ce point de vue, d'ailleurs, juste une remarque technique, je peux faire ici, je ne pourrais pas faire ailleurs, la trésorerie positive, ce n'est pas l'argent que vous avez à la banque. Ce qu'on appelle en comptabilité la trésorerie positive, c'est l'excès des actifs de court terme sur le passif de court terme. Donc si vous avez 100 000 euros à la banque et que vous devez 120 000 euros, à court terme, vous avez une trésorerie négative de 20 000. Donc il ne faut pas confondre les 100 000 de cash à la banque avec la trésorerie. Si vous avez 100 000 de cash et 120 000 de dette à court terme, vous avez une trésorerie négative. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que 80% des faillites viennent de cet écart négatif. Donc, au passage, ne vous laissez pas abuser par les offres de prêts à taux variable à court terme. Dans des périodes comme les nôtres, c'est un arrêt de mort. Même si c'est plus cher, financez-vous à moyen long terme. Même si un taux fixe à 7 ans est plus cher qu'un taux variable à 6 mois, prenez le taux fixe à 7 ans tant qu'on vous l'offre, parce que c'est ce qui permettra de vous sauver plus que l'inverse. Plus que jamais, il faut la détermination de vaincre, mais il y a une remarque qu'on peut faire aussi qui est brutale, mais qui néanmoins rassurera ceux qui sont ici, puisque ce sont les meilleurs. Comme tout le monde ne va pas suivre les conseils que j'évoque, comme malheureusement il y a des gens qui vont garder des trésoreries négatives, comme malheureusement il y a des gens qui ne s'adaptent pas à la troisième révolution industrielle, eh bien il y a un certain nombre d'acteurs qui vont continuer de chuter. Or, comme dans un pays développé comme le nôtre, il y a encore du pouvoir d'achat, eh bien ceux qui restent vont accroître leur part de marché. Donc ceux qui gardent des stratégies fortes d'innovation,
basés sur des assemblages de produits et services, ceux qui sont très attentifs à leur situation de trésorerie. Ce n'est pas une question que vous posez 2 fois par an à votre expert comptable. C'est quasiment toutes les semaines ou tous les jours que vous devez connaître votre situation de trésorerie. Dans les périodes que nous vivons actuellement, vous ne pouvez pas vous laisser surprendre sur ce chapitre. Donc ceux qui sont sur des projets innovants où ils s'intéressent à ce qu'ils apportent au client final en termes de produits et services, ceux qui sont vigilants sur leur situation financière et ceux qui ont des projets offensifs, ils n'ont rien à craindre de la crise actuelle. Puisque un pays ne se suicide pas. Dans un secteur économique, quand on commence à avoir un certain nombre d'entreprises qui chutent, au niveau macro-politique et macroéconomique, on prend les mesures pour sauver des secteurs ou pour sauver des branches économiques. Donc on ne va pas... Mon intuition sur les 3 prochaines années, c'est qu'on ne va pas... C'est pas la fin du monde qui se prépare. Puisqu'on a vu qu'au contraire, au niveau de la planète, on est dans une 3e révolution industrielle qui devrait continuer de permettre à l'espèce humaine de voir son niveau de vie s'améliorer dans un contexte de croissance durable, en développant les énergies renouvelables, en ayant une approche intelligente des problèmes. C'est pas en polluant qu'on va s'en sortir, c'est clair, mais les technologies existent pour une sortie par le haut. Elles se développent. D'ailleurs, de ce point de vue, il faut être suffisamment intelligent pour considérer que le nucléaire, à condition qu'il soit bien maîtrisé, c'est une énergie propre, puisque c'est la plus propre de toutes. Je vous fais quand même remarquer, je suis étonné du silence général sur cette question, puisque l'Allemagne, qui est toujours portée au nu et qui vient de fermer ses centrales nucléaires et les a remplacées par des centrales à lignite, qui polluent 100 fois plus que les centrales nucléaires, ou 200 fois plus. Donc à un moment donné, la France d'ailleurs se laisse imposer beaucoup trop de choses, au niveau européen. Donc notre pays doit se recentrer sur ses intérêts fondamentaux, doit exiger de lui-même un retour à l'équilibre des finances publiques, non pas par des hausses d'impôts, mais par une meilleure maîtrise des dépenses. Nous devons avoir un langage de vérité vis-à-vis de la population. Il faut laisser à nos chefs d'entreprise les moyens de nous sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes. Et moi, je suis très optimiste pour la France à moyen terme. Il y a beaucoup de gens qui, dans les périodes actuelles, sont en train de quitter la France. C'est le sujet des exilés fiscaux. Moi, mon avis sur cette question, c'est que c'est trop tard pour quitter la France. Il fallait partir il y a 7-8 ans, ça n'a plus aucun intérêt. Au contraire, je pense que dans l'histoire, la France a toujours surmonté les épreuves, généralement en se réveillant tard, et généralement en prenant les mesures au dernier moment. Mais historiquement, la France, quand elle prend les mesures qu'il faut au bon moment, elle dispose d'une population intelligente, bien formée, avec des entrepreneurs de qualité. Et aussi étrange que ça puisse paraître, alors même qu'on peut anticiper que les 18 mois à 2 ans qui viennent peuvent être un peu mouvementés, à l'horizon des 15 ou 20 prochaines années, au contraire, dans le cadre de cette 3e révolution industrielle, avec l'apparition d'un marché mondial qui est considérable, l'Organisation des Nations Unies, la CNUSED, vient de sortir des prévisions où ils anticipent une classe moyenne mondiale de 5 milliards de personnes en 2030. Donc le marché qui est devant nous est illimité. Je vous rappelle que la première révolution industrielle s'est faite avec 50 millions de consommateurs. La 2e révolution industrielle, y compris dans l'après-guerre, les 30 glorieuses, au niveau de la planète, il y avait 500 millions de consommateurs. Dans les années 70-80, au moment de la domination de ce qu'on appelait la triade, il y avait 500 millions de consommateurs. Dans moins de 20 ans, on en aura 5 milliards. Donc l'idée qu'on est rentré dans un monde en crise, alors que ce n'est pas une crise mondiale, mais c'est une crise de la zone euro. L'idée que la crise de la zone euro est due à des phénomènes qu'on ne comprend pas, c'est faux, on les comprend. L'idée que la France est dans une crise mondiale qui nous dépasse, c'est faux. La France a essentiellement une crise qu'elle a provoquée elle-même pour ce qui la concerne, et elle est dans une zone euro qui est réformable. Mais comprenez bien que la France n'aura pas l'autorité politique pour exiger les réformes nécessaires dans la zone euro si elle ne démontre pas sa capacité à se réformer elle-même. Et de la capacité de la France à se réformer elle-même dépendent en grande partie les réformes nécessaires qui s'imposent au niveau européen. Parce que l'Europe est en crise, la zone euro est en crise. Mais les réformes qui s'imposent, elles ne viendront pas de l'Allemagne, puisque l'Allemagne est le grand bénéficiaire de la crise, comme vous le savez.
énorme excédent extérieur, taux d'intérêt sur sa dette publique quasi nul, puisque c'est la dette sur laquelle tout le monde se précipite pour se protéger à moyen terme. Donc l'Allemagne n'a aucune raison de mettre en œuvre les réformes nécessaires puisqu'elle profite de la crise. Donc la réforme ne peut venir que de la France entraînant l'Italie et l'Espagne, mais pour entraîner l'Italie et l'Espagne, la France doit démontrer sa capacité à s'auto-réformer pour regagner le leadership politique qu'elle a perdu en Europe. Il ne vous a pas échappé. Si vous mettez tout un ensemble d'éléments ensemble, il ne vous a pas échappé que les dernières visites des présidents chinois et américains en Europe, ils sont juste allés à Berlin, ils sont repartis. Ils ne s'arrêtent plus à Paris. Alors la télévision d'État, même si elle passe par des chaînes dites libres, à la gentillesse de ne pas trop insister sur ce sujet, mais quand on lit la presse internationale, on mesure à quel point la France a perdu en influence politique et économique. Donc de la capacité, c'est mon mot de conclusion, je ne suis pas pessimiste. Je vois très clairement, comme vous, les difficultés qui sont devant nous à 18 mois, 2 ans, mais je suis convaincu que sur les 15 prochaines années, non seulement la France a totalement les capacités pour rebondir, mais je pense que les Français, par la mauvaise humeur qu'ils manifestent actuellement, sont en train, ça c'est une interprétation, c'est peut-être une interprétation positive, mais je pense que les Français sont en train de prendre conscience d'un certain nombre de contradictions du système actuel, et je pense qu'ils se préparent à accepter les réformes qui sont nécessaires, mais ces réformes, il ne faudra pas les brusquer, il ne faudra pas les balancer comme on balance de la viande de chien, il faudra les expliquer, il faudra les mettre dans un système cohérent de réforme. C'est le boulot de la classe politique, et il faut que la classe politique soit à la hauteur du défi. Aujourd'hui, on peut considérer que la classe politique n'offre pas les éléments de cette sortie, mais c'est toujours dans les crises qu'émergent les hommes et les femmes nouvelles qui provoquent les transformations. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste, je regarde les 3, 4, 5 années qui viennent avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il va se produire en France beaucoup de transformations, et je pense qu'au total, pour toutes sortes de raisons, y compris le niveau d'intelligence et d'éducation de la population, on sortira par le haut de cette crise. Donc, ne tombez pas, ne soyez pas stupides pour tomber dans les 2 années qui viennent sur une crise de trésorerie. Dotez-vous des réserves financières pour traverser de toute évidence une période qui va être un peu mouvementée, et au-delà, je pense qu'il y a des capacités de croissance exceptionnelles pour notre pays, parce que nous avons toutes les capacités intellectuelles et humaines pour briller dans la 3e révolution industrielle. Merci.